Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Ici, on vous passe un hymne de la gendarmerie, c'est quand on parle des armes et de reprendre les armes et de l'armée et du rôle des armées. Lundi dernier, Michel Onfray et Éric Zemmour ont échangé pendant plus de 2 heures devant une salle comble, d'ailleurs, il faut le dire, du Palais des Congrès de Paris. La grande salle du Palais des Congrès, c'est quand même 3700 personnes. Et autant de personnes, puisqu'ils affichaient complet, qui ont donc assisté à cet échange, accords et désaccords, pendant 2 heures. Je tiens à dire, j'étais sur place, que ça fait du bien d'entendre une discussion courtoise entre deux très grands esprits. Une discussion où l'un et l'autre ont pu développer leurs idées sans être contredits, coupés ni attaqués. Un art de la discussion à la française qu'on a un peu perdu mais qu'on a retrouvé donc hier et qui est si rare dans cette époque de la phrase choc, du TikTok, de l'extrait, du reductio ad Hitlerum et de sa sœur la censure. Il faut applaudir donc ces moments trop rares et je félicite l'initiative de Front Populaire. Et nous, on va revenir dans notre table ronde sur l'une des thématiques abordées ce soir-là avec mes invités. D'abord, mais je vais les présenter, mes invités. Je suis avec Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. Enfin, c'est l'un de vos nombreux livres, chez Desclés de Brouwer. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Je suis aussi avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien officier de gendarmerie, auteur de la célèbre Tribune des militaires sur le blog Place d'Armes et auteur du livre Les damnés de la France aux éditions de Paris. Bonjour Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Bonjour Clémence. Et vous êtes l'autre, justement, vous avez posé une question pendant cette soirée qu'on passera tout à l'heure, qu'on entendra, pendant cette soirée accords et désaccords. Je suis avec, ici en studio, Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie, Saint-Cyrien et entrepreneur. Bonjour Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Très bien, bonjour à tous et bonjour à Jean-Pierre notamment. Et enfin avec Maxence Briquet, porte-parole des amis d'Éric Zemmour, et présent, vous étiez présent à la soirée accords et désaccords organisée par le Front Populaire. Absolument, bonjour à tous. Bonjour. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose d'écouter tout de suite la question qui a été posée par Stéphane Simon. Stéphane Simon, c'est le cofondateur de Front Populaire. C'était lui l'animateur de la soirée d'hier. Et donc, c'est aussi, d'ailleurs, je le précise, le cofondateur de Front Populaire. Écoutez sa question. Est-ce que vous pensez que devant l'ensauvagement de la société, il faut permettre aux Français de se réarmer ? Voilà la question de Stéphane Simon. Je vous propose qu'on écoute rapidement, comme ça on fait un petit tour déjà de ce qu'eux ont présenté comme argument, et puis on vous donne à chacun la parole. La réponse de Michel Onfray d'abord. Hobbes dit dans la nature, il y a une espèce de sauvagerie naturelle. Et il faut passer un contrat social pour faire de telle sorte que chacun renonce au pouvoir de nuire sur autrui. Chacun ayant renoncé au pouvoir d'autrui, il obtient la sécurité que l'État lui confère. C'est le contrat social. J'ai renoncé à nuire, mais en même temps, l'État me protège. La question, et alors Hobbes dit, si l'État ne protège plus, alors on peut recouvrer la liberté d'origine. La liberté de dire, je vais régler le problème par moi-même. Beccaria, par exemple, qui passe pour le héros, qui nous dit, dans plein XVIIIe siècle, avec son traité des délits et des peines, qu'il ne faut pas torturer, qu'il faut abolir la peine de mort, très bien, dit qu'il faut armer les gens. Et après, Michel Onfray développe et il explique que lui, il donnerait bien des armes, mais par exemple aux policiers, aux gendarmes, donc à ceux qui sont déjà titulaires de ce droit de violence légitime en France. Et écoutez maintenant la réponse d'Éric Zemmour. La Révolution française a justement donné à chacun le droit d'être armé. On a oublié que les gens ont fait la Révolution française d'abord pour avoir des armes comme les aristocrates, pour pouvoir chasser, etc. Et que tout de suite, la Révolution française a canalisé cela. Ce que dit Michel, en fait, ça s'appelle la garde nationale, dès 1789, c'est-à-dire des bourgeois armés, et qui défendent, et qui protègent, et qui, un jour, attaquent les gardes suisses pour renverser la monarchie, et c'est le 10 août 1792. Donc il y a un sens politique à cela. Donc je pense que, pour l'instant, nous avons encore, Michel l'a dit lui-même, la police, la gendarmerie, éventuellement l'armée, qui peut nous défendre. Voilà, en fait, Éric Zemmour répond par nous avons encore les armes qu'il faut, enfin l'armée, la gendarmerie, et puis plus d'autorité de l'État nous permettra de rediriger notre pays. Il n'est pas forcément pour redonner des armes aux Français, il le développe encore un petit peu après. Moi, je propose qu'on se tourne d'abord vers nos officiers de gendarmerie. D'abord, Alexandre Juvin-Brunet, puisque vous êtes à ma droite, donc ancien capitaine de gendarmerie, Saint-Cyrien et aujourd'hui entrepreneur. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que le diagnostic de Michel Onfray est particulièrement adapté. Je parle souvent de contrat social. Oui. Donc c'est ce contrat social en fait qui a reculé depuis 40 ans pour une raison très simple, c'est qu'on a l'État a tous les moyens, même actuellement, pour répondre à l'ensemble des menaces qui pèsent sur les Français. Mais ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Cette volonté a reculé depuis 40 ans. Nous avons les mauvais généraux et ces généraux sont en train en fait de créer une défaite en race campagne, la défaite de la sécurité pour tous les Français. Oui, donc finalement, vous êtes assez d'accord avec Michel Onfray qui explique que l'État, donc le contrat social, c'est normalement l'État doit remplir ses fonctions d'État régalien et donc protéger la nation. Il ne le fait plus, donc c'est à nous de reprendre les armes. Enfin, c'est au... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Jean-Pierre en parlera justement beaucoup mieux que moi parce qu'il est historien de la sécurité aussi, mais depuis les sécurités privées, puis aux sécurités locales jusqu'à la sécurité nationale ensuite qui a été sanctuarisée par l'État, comme le dit Weber, a le monopole de la violence légitime. Et cette violence légitime, elle est exercée parce que les citoyens ont accepté de transmettre leurs droits de protection fondamentale à l'État pour qu'il le fasse à leur place, une délégation. Sauf que cette délégation, à mon sens, a été rompue et trahie parce qu'on paye de l'impôt. Il ne faut pas le rappeler, la base du contrat social, c'est de la sécurité liée à l'impôt également. L'impôt est levé pour que la sécurité puisse être assurée par des agents de l'État. Et donc, il y a cette délégation et cette mission n'est plus remplie actuellement. Alors, si le contrat social n'est pas rempli, que faut-il faire ? C'est aussi la question que posait Jean-Pierre Fabre-Bernadac juste pendant cette soirée Zemmour-Onfray. Écoutez. Suite à ma lettre au gouvernant, dite faussement lettre des généraux, 49% des Français ont indiqué, dans un sondage, vouloir que l'armée agisse même sans l'aval des dirigeants, montrant ainsi leur défiance des gouvernements successifs. Vu cet état d'esprit, un nouveau président peut-il changer la donne alors que, comme vous l'avez indiqué vous-même, nous avançons inexorablement vers une implosion du pays et que l'anti-France s'est infiltrée dans toutes les institutions. Voilà, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, on a entendu votre voix et vous ne mâchez pas vos mots, hein, que l'armée agisse même sans l'accord des dirigeants. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Alors, remettons les choses au point. D'abord, je voudrais saluer Alexandre. Remettons les choses au point. Lorsque j'ai posé cette question, c'est à partir d'un sondage. J'ai dit que, par rapport à ce sondage, j'étais exactement d'accord. Donc, je pense que les gens ne se sont pas rendus compte que ce sondage exprimait un coup d'État, en fin de compte. Je crois que vous avez bien posé la question. Tout est un problème de degré. Est-ce que nous sommes actuellement dans le cadre d'une explosion ? Non. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. La chose essentielle, c'est de savoir qu'elle, pour moi, elle va arriver. Et que si cette explosion, plutôt cette implosion, puisque ça sera de l'intérieur de la France, si cette implosion arrive, il y aura deux solutions. Ou l'État est capable de prendre en main les forces et de réagir face à cette implosion, ou l'État est incapable de le faire. Si l'État est capable de le faire, ça se passera peut-être pas très bien, mais je dirais qu'à la fin, l'officialisation de la légalité des gouvernances sera évidente. Si l'État n'a pas cette force-là, c'est là où se passera le problème. Parce qu'à partir de ce moment-là, il est évident qu'on se retrouvera avec un État fluctuant, disant une chose un jour, autre chose le lendemain, et en fin de compte disparaissant petit à petit. Et nous nous trouverons face à deux structures, deux communautés. Une communauté qui refusera, alors dans son ensemble, hein, je ne sais pas qui sera exactement cette communauté, même si j'ai une petite idée, mais je veux dire par là qu'il peut y avoir à la fois des idéologues, il peut y avoir à la fois des spiritualistes jusqu'aux bouddhistes, et puis de l'autre côté, il peut y avoir aussi ce côté populiste, ce côté de la France profonde. Donc tout ça va se mélanger. Et c'est là où est le problème, c'est qu'il n'y aura plus l'autorité. Qu'est-ce que fera la gendarmerie ? Qu'est-ce que fera la police ? Et qu'est-ce que fera l'armée ? Ça sera très compliqué parce que, généralement, quand il y a ce genre de choses, et l'histoire nous l'a montré dans les guerres civiles, c'est assez simple. Il y a un côté qui est visible et l'autre côté qui est visible aussi,
dans une autre structure géographique. Là, je dirais, tout sera mélangé. Et c'est ça la complexité que nous aurons. Alors Jean-Pierre Fabre-Bernadac, je voudrais qu'on donne justement la parole à Guillaume Bernard, qui est historien du droit, à qui on parle de cette histoire complexe, des guerres civiles. Et puis je voudrais aussi poser la question à notre historien du droit, où se place la frontière entre la force légale et la force légitime? Guillaume Bernard. Oh là là, vous posez une question bien... vous avez 5 minutes en plus. Bien difficile. Je voudrais déjà, pour que mes propos soient bien compris, préciser une toute petite chose. Oui. C'est que si nous devions avoir un candidat à l'élection présidentielle, ce qui est assez vraisemblable, qui assure déjà le fait que l'État aura à nouveau la volonté d'assurer la paix et la sécurité, ce sera une chose très bonne. Bon, et donc je ne voudrais pas que mes critiques soient, interprétées comme une défiance envers un potentiel candidat. Bon, d'accord, nous avons compris. Ceci étant posé, il est bien évident que on a eu un débat de haute volée, mais qui a révélé que nous étions toujours dans le cadre d'une pensée moderne, pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que effectivement l'idée d'un contrat social qui ferait que l'on aurait la sécurité parce que l'on abdique un certain nombre de nos libertés. Or le problème, et ça vient d'être posé, c'est que il est possible, il n'est pas certain, mais il est possible qu'il y ait demain une guerre civile au sens, non pas où ce serait une opposition entre des groupes et des personnes qui appartiendraient à une même culture, à une même société, mais une guerre opposant non pas à des forces conventionnelles à d'autres forces conventionnelles, une armée à une autre armée, mais une guerre entre personnes. Bien. Et donc dans ces conditions, il est certain que si l'État laisse la population désarmée, ça voudra dire que ce sont les voyous, ce sont les agresseurs, ce sont les personnes qui sèment la subversion, qui seront armées et qui pourront attaquer les personnes désarmées. Que donc dans ces conditions, votre question elle est directement celle-ci. Est-ce qu'il n'existerait pas un droit naturel, un ordre naturel des choses qui ferait que les personnes disposeraient de la possibilité d'assurer elles-mêmes leur défense en raison de la défaillance de l'État? Eh bien, je suis au regret de dire que, évidemment, au cours de l'histoire, il est certain que ce droit naturel des personnes à assurer leur propre protection en raison de la défaillance de l'État, c'est quelque chose qui a parfaitement existé, qui est parfaitement légitime. Donc, dans ces conditions, la subsidiarité de la pensée classique aurait vraisemblablement toute sa place pour s'appliquer. Et donc, oui, tout en étant moderne, d'une certaine manière, la position de Michel Onfray apparaissait plus proche d'une pensée classique, dans le sens où, bien sûr, l'État a son rôle, mais s'il est défaillant dans son rôle, eh bien, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'opposition philosophique à opposer à ce que les individus puissent assurer leur propre défense. Mais vous avez raison que la réponse d'Éric Zemmour, finalement, qui misait tout sur le retour de l'autorité de l'État, ce qu'on peut comprendre dans la perspective dans laquelle il s'est installé, mais malgré tout, il ne laisse pas la place à d'autres, à l'idée que le contrat social a été rompu et qu'il y a donc d'autres manières d'intervention, d'autres recours, notamment celui du recours à une force qu'on pourrait appeler légitime plus que légale. C'est tout simplement la légitime défense, c'est l'application à l'ordre politique et non pas simplement à des relations interpersonnelles du principe de la légitime défense. Si vous êtes agressé, il est naturel que vous puissiez opposer une résistance à cette agression. Alors, je pense que la position de Zemmour, elle tient tout simplement au fait que, dans son orientation, on va dire bonapartiste, pour dire les choses rapidement, l'État aura retrouvé sa force, sa virilité et assumera effectivement sa fonction régalienne d'assurer la paix et la justice. Pour autant, on peut craindre malheureusement que cette réponse ne soit pas forcément suffisante, à moins naturellement qu'il y ait un prochain chef de l'État qui, lui, justement, assure et assume véritablement. On va se tourner vers Maxence Briquet, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, à ce sujet. Et je veux juste rajouter une chose, c'est que Éric Zemmour se mise sur un retour de l'autorité de l'État, mais il n'est pas contre le Frexit. Donc, comment assurer un retour de l'autorité de l'État sans sortir de l'Union européenne? C'est toutes les questions qu'on va poser à Maxence Briquet. Vous pouvez préparer vos réponses parce que
d'abord, c'est les informations avec Emmanuel. Et nous retrouvons notre table ronde avec cette question qui a été posée pendant le débat Michel Onfray et Éric Zemmour de lundi. Faut-il recourir aux armes? Tout simplement, faut-il reprendre les armes quand l'État a failli? Je crois qu'on a déjà fait un bon tour de table, justement. On s'est dit que le contrat social n'était peut-être pas respecté. En tout cas, quand il n'est pas respecté, cela donne le droit de reprendre les armes. Et pourtant, Éric Zemmour, lui, mise sur une autorité de l'État, sur le retour de l'autorité de l'État. Alors, comment, en plus, allier le retour de l'autorité de l'État quand on est contre le Frexit? C'est-à-dire qu'on est quand même toujours soi-même, enfin, le pays toujours soumis aux réglementations européennes. C'est la question que je pose maintenant à Maxence Briquet, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Écoutez, tout d'abord, les 49% dont parlait M. Fabre-Bernadac sont totalement compréhensibles. C'est-à-dire qu'on a des Français qui aujourd'hui se tournent vers ce genre de solution parce qu'on est dans une situation sans issue. Comme vous dites, le contrat social a été brisé. On a l'impression qu'on est sans solution. Or, Éric Zemmour, pour moi, a tout dit lors de ce débat-là. Le vrai sujet, c'est l'autorité de l'État. Aujourd'hui, vous avez des moyens qui sont là au niveau de la police, de la gendarmerie, de l'armée même, qui peut... Enfin, le cadre légal aujourd'hui existe pour qu'une intervention de l'armée soit possible sur le territoire français. Il y a une instruction ministérielle qui existe depuis 2017. Il y a un article du Code de la Défense, il me semble que c'est 1321-1, qui permet justement de recourir à la force sur le territoire national en cas de force majeure. C'est tout l'intérêt si l'armée, la police et la gendarmerie ne peuvent pas intervenir, n'ont pas les moyens de faire face à ce qui aujourd'hui... Et une sorte de dépassement de la fiction lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec la BAC Nord de Marseille qui se sont fait tirer dessus à l'arme lourde. C'est exactement, oui, Éric Zemmour cite souvent ce film qui est d'actualité pour illustrer la situation. Et aujourd'hui, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on est pire que là-dedans. La réalité a dépassé la fiction. Et c'est d'ailleurs pour ça que le recours à l'armée peut être envisagé, parce qu'aujourd'hui, vous avez des policiers et des gendarmes qui sont sous-équipés, qui se font tirer dessus au mortier, au feu d'artifice dans le meilleur des cas, et à l'arme lourde dans le pire des cas, comme c'est le cas dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut justement rétablir l'autorité de l'État pour leur permettre d'apporter une réponse proportionnée aux éléments qui vivent. Alors, je vous cite un exemple comme ça, mais le Bataclan, les armées étaient prêtes et on leur a dit qu'elles n'avaient pas le droit d'intervenir. Notamment parce que l'armée n'a pas le droit d'intervenir, notamment sur le sol français, puisque nous ne sommes pas officiellement en temps de guerre. C'était la réponse donnée par le ministre. Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs. Cazeneuve, oui. Enfin bon, voilà, donc on a les moyens, mais l'État ne donne pas ses autorisations. Et c'est parce qu'il y a, vous l'aviez dit, monsieur Juvin Brunet, il n'y a pas de volonté politique en fait derrière. C'est-à-dire que le manque de confiance de la démocratie qu'aujourd'hui les Français expriment, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de décision, c'est pas pris. Il y a une sorte de prise de conscience de l'incapacité des hommes politiques à poser les bons constats et à répondre derrière, d'apporter une vraie réponse aux problèmes, typiquement dans certains quartiers où l'État n'a plus il n'y a plus de droit, sont les bandes, sont les dealers de drogue qui font la loi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il faut une vraie réponse de l'État, ce qu'Éric Zemmour, à mon sens, incarne et qui j'espère incarnera le prochain quinquennat. Oui, en tout cas, vous y croyez, et c'est tout à fait normal. Donc, vous posez le constat du problème de l'autorité de l'État, et là-dessus, je vous suis, mais il y a quand même énormément de zones de non-droit. Alexandre Juvin Brunet a commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, dans l'état actuel de notre armée, de notre gendarmerie, Alexandre Juvin Brunet, est-ce que vous pensez que cela suffit pour reprendre le contrôle de notre pays? Le contrôle peut être pris, mais il faut surtout qu'on rétablisse aussi la confiance parmi tous les Français. Et cette confiance, elle est liée aussi à un concept qui est très fort en France et qu'on a hérité après 1500 ans d'histoire, c'est le concept d'État-nation. Et cet État-nation qui nous a été légué par les rois, les rex, a donné le régalien. C'est pour ça qu'on parle de force régalienne, ça vient des rois en fait. Et on ne peut pas rester en fait dans ce concept si on reste attaché en fait à une dimension supranationale européenne. Donc c'est pour ça que vous posiez la question du Frexit. On va se tourner le encore Frexit vers est une Maxence. notion fondamentale. On ne peut pas en fait rester dans l'Europe en tant que telle et en même temps avoir en même temps macronien, en même temps être un État-nation fort dans sa primauté, dans son droit, dans sa force. C'est pas possible. Voilà. Il faut qu'on sorte de cette ambiguïté. Et je suis d'accord, il y a une ambiguïté. On va se tourner de nouveau vers Maxence Briquet, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Comment vous répondez à cette contradiction? Est-ce que vous pensez vraiment que l'État peut être fort s'il est encore dans l'Union européenne actuelle?
Déjà, il ne peut pas être fort avec Emmanuel Macron au pouvoir, hein. Vous avez souligné toutes les incohérences. Emmanuel Macron n'est pas à son coup d'essai avec son en même temps classique. D'un côté, il parle de violence policière lorsqu'il est sur le média brut réputé progressiste, en tout cas s'adressant à une population progressiste. Et derrière, il fait des grandes cérémonies et tout pour clamer son amour des forces de l'ordre et l'importance qu'ils ont dans le dispositif régalien de la France. Ça a été pareil récemment sur l'histoire de la colonisation avec les harkis, la colonisation, crime contre l'humanité. Oui. Et derrière, on honore... Mais ne refaites pas le procès d'Emmanuel Macron. Non, mais justement, c'est pour vous dire qu'il y a le cadre national et vraiment ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rétablissez une autorité sur le sol français, l'Union européenne devient un problème secondaire. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait très bien fait la politique de la chaise vide pendant un temps, et c'est justement ce que prônait Éric Zemmour, parce que pour lui, la sortie de l'Union européenne n'est pas une priorité, on en a d'autres, et on peut régler les problèmes urgents dans le cadre national en s'asseyant en partie sur ce que l'Union européenne nous impose. Il y a beaucoup de questions migratoires. Bon, là, on sort des questions de l'armement, mais il y a beaucoup de questions migratoires que Éric Zemmour veut mettre en place qui ne pourront pas être mises en place avec les réglementations actuelles de l'Union européenne. Et c'est justement tout l'intérêt de mettre l'Union européenne de côté, je vous dis, de faire la politique de la chaise vide, de faire fi d'une partie du droit européen en la matière qui supplante aujourd'hui le droit national dans pas mal de domaines. On considère que c'est une perte de souveraineté dramatique pour le pays, et c'est pour ça qu'il faut combattre ces ingérences dans le droit national. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous écoutez la discussion. Vous pensez que si un quelconque candidat à la présidentielle réussit à réinstaurer l'autorité de l'État, cela suffira ? Alors, je vais répondre en deux parties. La première, je vais décevoir les gens qui sont derrière Monsieur Zemmour. Je pense que non. Je vais expliquer pourquoi. C'est pas du tout le problème de la volonté de quelqu'un qui peut être président de la République, et je crois que beaucoup même le souhaitent, mais c'est tout simplement parce que les forces en face sont considérables. Quand j'ai parlé de l'anti-France, je crois qu'elles sont énormes. Je ne citerai que les associations, beaucoup de syndicats, les territoires perdus, comme on dit, la presse, les médias. Il y aura à ce moment-là une espèce de levée en masse de toutes ces forces, et je pense que ça sera très compliqué pour le président, quel qu'il soit, ça sera très très compliqué. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle de la France, mais la France ne sera pas seule. Il est évident que si demain il y a un conflit, quel qu'il soit, interne, il faut quid par exemple de la Turquie, quid de l'Algérie. Évident que ces pays-là vont intervenir. Alors, est-ce qu'ils vont intervenir simplement verbalement, ou est-ce qu'ils vont essayer d'intervenir physiquement? Est-ce que d'autres pays arabes vont essayer d'intervenir? C'est aussi une possibilité. Et puis, dernier point, il y a l'Europe. Si nous avons derrière des problèmes avec ces zones de non-droit, c'est évident que ceci se passe aussi dans des quantités de pays européens, et que si demain ça se passe en France, ça sera une traînée de poudre qui se produira de manière identique dans toute l'Europe. Donc vous voyez, ça sera une conflagration, je dirais, internationale qui va venir de cette implosion en France. Oui, mais d'accord. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout de l'autre supposition, c'est-à-dire que l'armée agisse, comme vous dites, sans l'aval des dirigeants, ça va pas être simple non plus. Et qu'est-ce qui peut se passer derrière? Et qu'est-ce qui peut être mis en place? Est-ce que derrière, il peut y avoir de nouveau un État digne de ce nom? Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Alors, il y a toujours un État qui prend la place. Hein. Cette situation de désert de l'État ne peut pas durer constamment. À un moment donné, il y aura une force qui arrivera, qui dira maintenant ça suffit. Et est-ce que cette force sera le président lui-même qui reprendra le pouvoir? C'est une possibilité. J'ai dit le grand drame que présente ce point de vue, c'est que je crois que les forces qui nous sont opposées sont considérables. Et en plus, ces forces, idéologiquement, aujourd'hui, sont dans une espèce d'avant-garde. On le voit bien aux États-Unis de ce qui se passe avec le woke et autres. Donc, ça sera très, très compliqué. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à Place d'Armes, on pense qu'un président ne suffira pas. Il faudra déjà structurer une force qui sera volontairement prête à aider ce président si quoi que ce soit se passe.
Et c'est un danger que je vois et je pense que beaucoup de Français le voient. C'est pour ça que ces 49% ont parlé comme ils ont parlé que le sondage exprime quelque chose qui me paraît tout à fait vrai. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, si je comprends bien, en utilisant des mots clairs pour que tout le monde nous comprenne, vous proposez une forme d'armée, mais une autre armée qui serait prête à venir en soutien à un certain président qui irait dans le sens d'un retour à l'ordre du pays, c'est ça ? À peu près. À partir du moment où il y a un président officiel, je pense qu'il faudra qu'il y ait un support considérable derrière pour aider ce président, parce qu'il va se trouver devant des tas de problèmes. D'accord, on a bien compris. Je vais donner la parole parce qu'il faut que Maxence Briquet et Alexandre Juvin-Brunet puissent répondre. Maxence Briquet d'abord. Tout d'abord, moi je comprends totalement les solutions que vous proposez, mais à mon avis, vraiment le problème est là au niveau de l'autorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que la situation est sans issue, que l'autorité ne suffirait pas, mais il faut regarder sur le temps long ce qui s'est passé auparavant. Il y a d'un côté le conflit de civilisation qu'Éric Zemmour évoque depuis très longtemps, dont il a parfaitement conscience et il compte mener cette bataille-là, et de l'autre côté, le fait que c'est également la faiblesse de l'État qui a permis à ces quartiers, à ces concessions, comme il les a appelés sur le territoire national, de pulluler, de prospérer, et c'est en restaurant un État fort qu'on arrivera à soigner, entre guillemets, le mal par le mal. L'État a péché par faiblesse, il doit aujourd'hui contrer ses manquements avec la force. Alexandre Juvin-Brunet. Oui, la question centrale à mon sens aussi, c'est celui au-delà de l'autorité, c'est celle de la force. C'est est-ce que la force va rester dans le camp du régalien ? Est-ce que la force va rester légale et légitime ? Si on laisse la force partir en fait, du côté de ce qui est illégitime et illégal dans les bandes, les zones non-droit. Ce qu'on voit en ce moment, les tirs de Kalachnikov, les policiers qui sont eux-mêmes mis en joue. Voilà, c'est l'inversement. Les policiers qui refusent de faire des patrouilles dans les zones de non-droit, justement. Donc si on refuse en fait d'exercer son droit, la primauté de son droit et de sa force, en fait, on va laisser d'autres, comme l'a dit Jean-Pierre, en fait, prendre ce rôle. Voilà, donc la force est quelque chose qui doit être assumé par l'État, assumé par les personnes qui représentent l'État, sinon, naturellement, la population ira s'armer. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un défaut de sécurité quotidien. Quand vous avez des frontières qui sont relativement trop ouvertes, voire passoires, et que vous avez des bandes qui partent d'Espagne, qui partent d'Allemagne, qui partent de différents pays, qui viennent faire des sortes de raids, voire de razzias dans certaines zones, et qui repartent le même jour ou le lendemain, les forces régaliennes ne peuvent pas intervenir. Voilà, ça c'est un premier point important. Mais en plus, quand vous avez des zones de non-droit qui sont vraiment des lieux qui hébergent en fait du crime, et qu'on n'y rentre pas, c'est comme si en fait on rétablissait des zones qui n'appartiennent plus à l'État. Donc la France n'y est plus présente. La France doit assumer son rôle et sa primauté, sinon la confiance sera rompue et les citoyens naturellement iront s'armer. C'est une logique. Donc vous croyez quand même au retour d'un État, le retour d'un État fort pourrait aujourd'hui régler. C'est une absolue nécessité. Vous n'allez pas jusqu'à la supposition de Jean-Pierre Fabre-Bernadac qui a l'air de dire que de toute façon, en gros, on risque d'aller vers une guerre civile si une armée ou des hommes ne reprennent pas les armes. Le scénario de la guerre civile est une probabilité forte, plutôt une guerre civile larvée de basse voire de moyenne intensité, jamais de haute intensité par rapport aux forces actuelles. Donc oui, je partage le constat de Jean-Pierre. Par contre, je pense que c'est simplement des forces qui soient absolument synchronisées, coordonnées par un État puissant qui puisse mettre un terme à ces problèmes. Et avoir en fait des forces supplétives, c'est bien, mais c'est une stratégie indirecte. La seule stratégie qui marche dans la guerre et dans n'importe quel conflit, c'est la stratégie directe. C'est s'attaquer à l'ennemi ou à l'adversaire, quel qu'il soit. Mais, alors pardon, juste une précision. Là, qui s'attaque à l'ennemi concrètement dans ce que vous dites ? Ce sera l'État qui doit en fait assurer son droit et les raisons pour lesquelles il existe. C'est-à-dire qu'il représente en fait la sécurité d'une population, d'un ensemble qui est la nation française, voilà, et qui devra s'attaquer à tous ceux qui sont contre cette nation ou qui posent une menace grave sur l'existence ou la survie de cette nation. Donc vous faites encore confiance au retour de l'État. Maxence Briquet, pardon. Juste pour réagir à ce que vous dites, moi je partage complètement vos constats et je pense que vous êtes même en dessous de la vérité sur la question de l'usage de la violence, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas tant l'usage de la violence en lui-même qui est à questionner, même si c'est dramatique, c'est la question même de la légitimité. C'est-à-dire que de la force, pas de la violence. Autant pour moi, oui. Enfin, pour moi, il y a une corrélation avec le monopole de la violence légitime de l'État. Mais la vision weberienne, justement, aujourd'hui, est en train de se déliter, justement parce que vous avez d'un côté
côté le monopole de la violence légitime qui est censé être incarné par les forces de l'ordre, qui est brocardé par une certaine gauche qui estime que c'est des violences policières à tout va, et cette légitimité-là est donc contestée, et de l'autre, les soulèvements dans les quartiers difficiles, dans les banlieues islamisées, qui font que ces gens-là sont pris pour des usagers de la violence légitime parce qu'il y a un mal-être social, une contestation qui est légitime aux yeux d'une partie de la population. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Non mais il y a un grand mensonge dans l'histoire. Ce mensonge remonte à 2005. Donc la violence, on la connaît, et la force qui est en face, on la connaît très bien. Et Jean-Pierre aussi peut en parler, toutes les personnes qui nous écoutent, les auditeurs. Vous parlez du référendum pour l'Europe, là ? Non, je parle du soulèvement dans les banlieues. Ah oui, oui. Voilà. Et donc ça, on le connaît parfaitement, on sait ce qui s'est passé, on sait les deals officieux qui ont été passés entre l'État et ses bandes, d'accord, pour que les territoires restent, entre guillemets, sous une forme de contrôle, qui est en fait une illusion de contrôle. En fait, on a délégué le pouvoir de l'État à des bandes qui maintenant assurent ce pouvoir. Et donc ça, c'est officieux, personne ne nous le dira, mais ça existe depuis 2005. Parce que si demain, en fait, l'État assurait véritablement sa primauté dans les zones, justement, où ça fait mal, c'est 750 zones, et même plus maintenant, je peux vous garantir qu'il y aurait beaucoup de problèmes à régler, et on serait face peut-être à une forme de guerre civile de basse intensité. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, le mot de la fin, rapide s'il vous plaît. Je pose une question qui est la suivante. Est-ce qu'un président, et je prends par exemple le cas de M. Zemmour, est-ce qu'un président arrivant au pouvoir va arriver à ce que la situation se devienne perfectible, se calme, et que nous n'ayons plus de problème? Je pense qu'au contraire, quel que soit le président qui arrive, et surtout si c'est M. Zemmour, je pense qu'il y aura de l'autre côté une offensive considérable. Et là, je ne sais pas comment ça se passera. Voilà. Je ne sais pas comment sera le futur à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut toujours, et c'est ce que fait l'armée, il faut toujours se préparer dans ces cas-là. D'accord. Maxence Briquet, le mot de la fin. Pour m'inscrire dans ce que vient de dire M. Fabre-Bernadac, j'espère que l'autorité sera restaurée avec le prochain président à venir. Et, je ne fais pas mystère de ma position. Au moins, vous avez le mérite de la cohérence. Hein. Absolument, oui. Je ne fais pas mystère de ma position sur le sujet concernant celui qui pourrait succéder à Emmanuel Macron. D'accord, merci Maxence Briquet et Alexandre Juvin-Brunet. Je n'ai rien d'autre à dire, à part que la force doit redevenir dans le camp du régalien. C'est mon seul propos. Et l'État a tous les moyens actuellement disponible pour assurer ses missions parfaitement. D'accord. Il en a tous les moyens. Il faut juste qu'ils les reprennent, les moyens. Les moyens concentrés, coordonnés par l'État, suffisent amplement donc, à éteindre toutes les crises qui existent et qui sont en train de s'allumer en France. Malgré l'Union européenne ? Dans un cadre qui, de fait, justement, nous ferait sortir ou faire pratiquer la politique de la chaise vide par rapport à l'Union européenne. C'est un minimum pour permettre, justement, de restaurer, en fait, notre pleine volonté et souveraineté sur notre territoire. D'accord. Écoutez, merci à vous trois, en tout cas, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, Alexandre Juvin-Brunet et Maxence Briquet, pour cette belle table ronde autour des questions posées par Éric Zemmour et Michel Onfray. Faut-il reprendre les armes quand l'État a failli ? 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.